On va plonger ensemble au cœur d'un secteur d'activité, les industries culturelles et créatives, qui regroupe tout le champ des expériences culturelles qui nous réunissent chaque jour et dont nous avons vu d'ailleurs avec le Covid combien elles étaient essentielles à nos vies. Alors, on va essayer de comprendre comment le numérique, le digital et aujourd'hui l'immersion transforment, enrichissent cette expérience. Alors, comme souvent, parce que la création et les créateurs sont au cœur de ces industries, parce que la relation est centrale dans toute expérience culturelle, ces industries sont pionnières. Elles montrent le chemin et elles investissent en permanence de nouveaux formats, de nouvelles relations aux œuvres, au contenu, à l'émotion. Et de ce point de vue, nous donne à voir par anticipation ce que demain seront nos nouveaux usages. Et observer l'évolution de l'immersion au sein des industries culturelles et créatives, c'est être certain, d'une certaine manière, d'anticiper sur le potentiel demain de pénétration de ces technologies dans nos vies. Alors notre sujet aujourd'hui qui nous réunit, c'est l'immersion au cœur de la transformation culturelle, des produits et des expériences. Donc cette thématique va nous permettre d'aborder un très large périmètre, à la fois pour comprendre à travers des exemples où commence et où finit l'immersion, quelles sont les attentes du public, quelles sont les attentes du marché, du coup, quelles tendances on observe, comment ça transforme l'offre des opérateurs culturels et des industriels dans cette économie, et puis comment cette immersion transforme notre propre rapport aux œuvres, plus direct, plus intime, plus interactif, vers une expérience, vers ce qu'on appelle l'économie de l'expérience, qui peut être plus enrichie et augmentée. Donc toutes ces évolutions transforment les acteurs culturels eux-mêmes, dans leur façon de travailler, dans leur façon de produire des œuvres, et on verra comment cette transformation-là aussi a un impact sur leur propre manière de fonctionner et leur propre manière de penser leur action. Alors, comme toutes les tables rondes du KIF, comme vous l'avez vu ce matin, on va structurer notre discussion en 3 temps. Un premier temps, on va faire une étude de cas, et je recevrai Sybille Lemaire, qui est ici présente, et que je remercie pour sa présence. Un second temps où on va élargir un peu la discussion avec d'autres opérateurs culturels, notamment la Bibliothèque nationale de France et puis le Centre Pompidou qui nous fait l'amitié de nous accueillir aujourd'hui. Et puis un troisième temps où on élargira avec Maud Franca, qui est déjà intervenu ce matin, sur les perspectives de ces diverses évolutions. Voilà, alors et puis Nicolas Orsini sera également présent, il sera présent à distance donc du ministère, qui viendra nous tracer les perspectives du point de vue du ministère sur ces diverses évolutions et ce que fait le ministère en particulier pour soutenir ces industries et ces évolutions. Alors, je commence avec vous, Sybille. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes donc la directrice exécutive du groupe Bayard. On a parlé ce matin à plusieurs reprises du projet Merlin, mais on va rentrer maintenant dans le détail. Et c'est l'objet de cette étude de cas, d'essayer d'en comprendre à la fois la genèse, le mode opérationnel, le modèle économique, comment vous l'avez pensé, et comment ce projet envisage de se développer. Mais pour commencer, je voudrais que d'abord vous nous rappeliez qui est le groupe Bayard. Beaucoup de gens connaissent le groupe Bayard. Beaucoup de gens utilise le groupe Bayard et ses services. Alors, pouvez nous dire en quelques mots un peu le groupe Bayard, qui est-ce? Voilà. D'accord. Bonjour Walid. Permettez-moi tout d'abord de remercier Alexandre Michelin du KIF pour son invitation, le Centre Pompidou de Metz, la ville, la région, la métropole, et féliciter le Centre pour son succès, puisque nous avons appris à l'heure du déjeuner, sur une superbe terrasse au soleil, qu'il y avait une augmentation très conséquente du nombre de visiteurs au Pompidou de Metz, donc on ne peut que s'en réjouir. Alors, je savais que vous alliez me poser cette question, Walid, et résumer plus de 150 ans d'histoire en quelques minutes n'est pas une chose aisée. Alors j'ai envie de vous dire qu'on a tous quelque chose en nous de Bayard. Rares sont les personnes dans l'audience, dans le public, qui, un jour ou l'autre, n'ont pas eu dans leurs mains une des publications de Bayard, ne serait-ce que par les héros, qui effectivement égrènent nos titres de presse depuis de nombreuses années maintenant, que ce soit Petit ours brun, Tom Tom et Nana, plus récemment Mortel Adèle, qui est un formidable succès de librairie, et on s'en réjouit.
Alors, si j'avais à vous raconter un peu Bayard, c'est intéressant pour comprendre effectivement comment nous sommes arrivés dans le son aujourd'hui. J'aime à rappeler, et je m'en suis souvenue ce matin, puisque pour venir dans cette magnifique ville de Metz, j'ai pris le train. Et il s'avère que le groupe Bayard, on pourrait dire, est né de cette révolution industrielle qui était le train. Puisque, en fait, nous sommes un groupe média, donc par définition, un média est médiateur, et nous avons vocation à être là où sont nos publics. Et il s'avère que la première intuition des fondateurs de Bayard n'a pas été la presse. La première intuition, ça a été d'accompagner les premiers déplacements de population qui ont été possibles par l'arrivée du chemin de fer. Et ces premiers déplacements, ça a été, bien évidemment, dans les voyages organisés, et ceux qui ont pris en taille, là je vous replace en 1873, donc ça date, ça a été les pèlerinages. Et du pèlerinage est né ce besoin, cette nécessité de relation, de lien, de médiation, qui est né avec le premier bulletin de liaison et qui progressivement s'est inscrit dans le premier titre de presse magazine en France qui s'appelle Le Pèlerin, qui est toujours publié par Bayard. Donc c'est intéressant de voir que la première intuition, elle est née du voyage. Il s'avère que nous sommes encore très largement croisiéristes en France, en maritime, fluvial et pédestre. Voilà, donc c'est une activité que nous avons. Donc Bayard, en fait, c'est un réseau international de création, d'information et de services. Donc, sans remonter à toute l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu le Pèlerin, donc de la presse religieuse. On a eu La Croix qui est arrivée parce qu'il y avait une nécessité de temporalité qui était plus importante, qui existe encore aujourd'hui. Et puis, je m'arrêterai plus particulièrement sur ce que les personnes connaissent, qui est aujourd'hui la presse dite éducative jeunesse. Alors là aussi, je recontextualise un peu les choses. On est en 66, nouvelle pédagogie, place de l'enfant dans la société, grand questionnement, Dolto, grand mouvement. Et il y avait à ce moment-là la bibliothèque verte et la bibliothèque rose, et il y avait les ateliers du Père Castor. Et en fait, ce qui est intéressant chez Bayard en création, c'est qu'on est toujours d'une singularité pour le rendre universel. C'est-à-dire que le premier titre de presse en jeunesse qui est sorti, c'est Pomme d'Api. Pomme d'Api, il a été créé par deux grands acteurs de la presse, les Beccaria. Leur fils leur fait honneur encore aujourd'hui, avec les arènes. C'était comment répondre à un enfant qui avait une problématique d'autisme, donc sur lequel la capacité d'attention était extrêmement limitée et sur lequel il a fallu effectivement rassembler un certain nombre de solutions, que ce soit de l'histoire, que ce soit de la bande dessinée, que ce soit du jeu, et ce qui a créé ce Pomme d'Api, qui est en 66. Après, et je m'arrêterai là parce que sinon on peut continuer de très longtemps, mais il est assez amusant de noter que, alors que effectivement toute la France bat le pavé en mai 68, on a eu cette idée assez étonnante que d'aller créer le premier titre de presse magazine pour les seniors qui s'appelle Notre Temps, qui, pour la petite histoire, est quand même né le 10 mai 68, il fallait quand même le faire, parce que toute la France oubliait une nouvelle génération qui est arrivée, qui étaient les premières retraitées. Donc notre rôle, il est là, c'est de sentir les bruits profonds de la société, de le constituer sous une forme de médiation avec un public auquel nous nous adressons, et assez naturellement de trouver et d'accompagner les usages des personnes. Raison pour laquelle, on aura le temps dans l'occasion d'en reparler, nous sommes arrivés sur le son qui, par ailleurs, a toujours constitué en fait l'offre éditoriale de notre presse, notamment sur l'apprentissage de la lecture, puisque pour ceux qui les connaissent, de Belles histoires à Mes premiers j'aime lire ou J'aime lire, il s'avère que les titres de presse sont accompagnés par ce qui peut sembler encore un peu étonnant, mais un CD. Et donc l'usage du CD nous posait un certain nombre de questions. On le reverra. Si je reviens sur les spécificités de Bayard, il y a plusieurs spécificités. D'abord, c'est un groupe média qui, pour les gens qui sont intéressés par les chiffres, fait aujourd'hui 360 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de 50% international, ce qui nous place 20% international et plus 50% sur la jeunesse, ce qui nous positionne tout de même comme l'un des premiers acteurs, si ce n'est le premier acteur culturel jeunesse en Europe. Voilà.
avec une particularité qui est une création à 360 degrés, c'est-à-dire que nous créons en presse, 25% à peu près de nos contenus sont repackagés en édition. Lorsque nous sentons qu'il y a une appétence sur un héros, et dernièrement Mortel Adèle, nous constituons de la presse dédiée en kiosque pour un héros. Et si on voit que tous les indicateurs sont au vert, on a tendance à le développer en audiovisuel, par nous-mêmes ou par d'autres. Donc là, vous avez un circuit extrêmement intéressant de chaîne de droit qui nous permet de pouvoir faire vivre des héros tels que Petit Ours Brun depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour nous, c'est cette création à 360. Les spécificités économiques de Bayard, elles sont, j'en ai cité une, mais je la répète, c'est l'international qui n'est pas tellement connu, tout compte fait. Mais c'est vrai qu'on a plus de 20% sur notre chiffre. On est un des premiers acteurs présents en termes de temporalité et de volume, à la fois aux États-Unis, en Chine. On a toute forme de modalité de présence, que ce soit par la vente de droits, ça peut aller jusqu'à de la filiale, ça peut aller jusqu'à du rachat, de la croissance externe. Voilà. Ce qui nous permet, à l'heure du digital, peut-être qu'on y reviendra, sur des modèles économiques qui sont complexes, de pouvoir quand même les dispenser au niveau international et ne pas rester uniquement sur une rentabilité de marché français qui n'est pas simple. Donc ça, c'est la première chose. Ce que j'avais aussi envie de vous dire, c'est qu'effectivement, beaucoup le savent, la force du groupe, c'est son portefeuille abonné, c'est la confiance des abonnés. Nous parlons chaque mois à plus de 30 millions de personnes, 5 millions d'abonnés, 1,3 million pour les enfants. Pour vous donner un ordre d'idée, donc ce qui donne quand même une responsabilité éditoriale très forte, 2 enfants sur 3 lisent J'aime lire. Alors, ils ne nous achètent pas, hein, on nous retrouve beaucoup dans la bibliothèque, à l'école, etc. Mais c'est vrai que c'est une spécificité. Ce qui me fait arriver à mon dernier point sur cette partie jeunesse, c'est qu'on a une autre spécificité, c'est qu'on a un lien très particulier, très étroit avec l'école. Il est historique. Beaucoup d'entre vous ont dû nous connaître dans ce lieu-là. Si ce n'est pas les CDI, c'est souvent l'école. On a un lien très fort avec les professeurs. Et aujourd'hui, 30% de nos abonnements passent par l'école. Et Bayard est considéré du côté de la jeunesse comme un tiers-lieu éducatif entre les enfants, les parents et l'école. Ce qui nous donne une place tout à fait singulière dans le rôle que nous devons jouer sur ce point-là. Et c'est vrai qu'on a un réseau de 200 délégués qui, tous les jours, visitent les écoles. Pour rappel, parce qu'on m'en a parlé au déjeuner, Milan Presse, effectivement, fait bien partie, en fait, du giron de Bayard. Nos amis toulousains sont bien dans notre offre jeunesse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? C'est que à partir du moment où je vous ai dit qu'on a vocation à être là où sont nos publics, et notamment la jeunesse, très naturellement, on a décliné de la presse, qui était le média, voilà, on est issu de la semaine de Suzette et la presse est arrivée de là. Ensuite, on s'est essayé à l'édition, puis à l'audiovisuel, et le son, et notamment cette idée de développer ce projet avec Radio France, dont on va reparler, est arrivé très, très naturellement. Il y a quelque chose auquel on croit, et je sais que Walid, nous y croyons tous les deux, c'est cette idée que pour nous, aujourd'hui, le digital nous pose 2 questions. Elle nous pose une question de modèle économique, hein, qui est quand même complexe aujourd'hui, et puis on a besoin de relais d'expertise, de complémentarité d'expertise, que nous n'avons peut-être pas. Voilà, on s'est essayé au jeu, voilà. Et là, aujourd'hui, on est plus dans cette idée d'aller co-construire ou d'investir à l'extérieur. Ça se sait peut-être moins, mais on vient d'investir dans le jeu éducatif avec PowerZ. Je ne peux pas vous l'annoncer, ça sera finalisé à la fin du mois, mais sur une grosse acquisition aussi. Le gaming fait partie des usages des enfants. Nous devons de comprendre effectivement quel est leur intérêt et qu'est-ce que nous pouvons apporter comme brique par rapport à ça. Merci beaucoup, Sybille, pour cette présentation approfondie. Et je trouve que c'est intéressant que vous ayez donné cette perspective historique, parce qu'elle démontre à la fois que c'est un groupe qui a des valeurs,
que certains groupes qui se positionnent comme médiateurs et donc un peu agnostiques aux technologies d'un certain point de vue, et donc vous les adoptez au fil de l'eau. Et ça va être intéressant pour comprendre comment vous positionnez sur cette question de l'immersion. Et puis enfin, vous êtes à l'écoute du marché. Oui. Ça, je pense que c'est très important. Et dans notre discussion cet après-midi sur cette question des industries culturelles et créatives, c'est vraiment de partir des besoins de marché, d'essayer de comprendre comment on peut traduire cette transformation et essayer d'embrasser ces technologies qui nous ouvrent des perspectives énormes pour répondre aux attentes de ce marché. Alors précisément, les attentes de ce marché, comment ont-elles initié ce projet magnifique, Merlin? Peut-être un mot d'abord sur d'où vient la genèse de ce projet avant que vous nous le présentiez précisément, même si on a pu voir quelques images ce matin. Mais comment est né ce projet? Quelle était l'attente de marché au fond qui a suscité ce projet? Et après, je voudrais que vous nous disiez un mot sur la collaboration avec Radio France. Mais d'abord, d'où est venue cette intuition de marché? Alors, vous verrez avec le film qu'on a encore des progrès à faire sur la production audiovisuelle. Donc, vous me pardonnerez à l'avance. Bon, la genèse du projet. Je dis 4 étapes, ce n'est pas vraiment des étapes parce qu'en fait, ça s'est un peu croisé. D'accord. La première chose, c'est qu'il y avait un constat de marché qui était l'usage du podcast, qui a connu une croissance exponentielle pendant le confinement. Donc, on avait cet indicateur, on n'était pas les seuls à l'avoir, mais je regarde mes chiffres. Donc, les podcasts natifs, c'est 2 auditeurs sur 3 en 2020 n'en écoutaient pas 1 an plus tôt. Donc, il y a une progression assez forte et on estime à plus de 30% l'augmentation des revenus sur les podcasts et notamment du côté de la jeunesse. Donc nous, ce qu'on a observé, c'est le marché. Moi, je ne suis pas là pour aller dire aux gens ce qu'ils ont à faire, j'ai besoin de regarder ce qu'ils font, d'accord ? Et ensuite, pouvoir m'en inspirer. Il y avait ce point-là. Ensuite, assez vite, lorsqu'on a fait, on a demandé, parce que l'avantage que nous avons, c'est qu'on a un lien direct avec nos publics. Donc on peut les questionner, les interroger, les tester, et ils sont ravis de construire aussi, nous construisons aussi avec eux. Il y avait des frustrations très fortes qui apparaissaient par rapport aux offres qui étaient sur le marché. Il y avait des offres de podcasts, il y avait déjà des offres sur l'audio, bien évidemment, qui généraient une frustration sur l'autonomie de l'enfant. Et qui dit, en tant que bonne mère de famille, non-autonomie de l'enfant, assez rapidement la non-autonomie du parent. Donc, effectivement, ça devenait un sujet. Il y avait un sujet qui est monté de plus en plus, qui est l'exposition aux écrans. Alors, il était déjà présent, mais le confinement l'a vraiment accentué, donc on l'a senti. Et le troisième élément qu'on a observé et que Radio France a observé, et ça par contre on a été beaucoup moins à l'observer, c'était la difficulté d'accès au contenu de qualité. Parce qu'il y avait trop de contenu, les parents se perdent, il faut télécharger, j'ai pas le fil, et puis ça se mélange avec plein de trucs. Non, les gens ont quelque chose de simple, sur lequel ils se sentent sécurisés. C'est quand ils reçoivent un titre de presse Bayard ou qu'ils écoutent Oli ou les Odyssées, ils savent qu'ils sont dans un univers sécurisé avec du contenu de qualité. Je rappelle qu'ici, on parle d'une offre pour des enfants de 0 à 8 ans, ou de 1 an à 8 ans. Donc c'est vrai que cet élément-là est très très important. On a mis d'ailleurs les diapositives. J'ai déjà tout dit, je crois. Non, mais c'est bien, mais c'est parfait. Donc, poursuivons là l'observation de marché. Du coup, comment vous traduisez ça ? Alors, vous voyez, c'est vrai que le marché s'est concentré sur les 2 premières frustrations, l'autonomie et les écrans. Ouais. Mais alors, on a quelque chose en commun avec Radio France, c'est qu'on est des éditeurs. On n'est pas des fabricants. Donc, la partie contenu était pour nous constitutive de ce que nous sommes. Donc, on n'est pas arrivé en se disant « je veux le truc ». Non. Nous, on a la connaissance du public et on est des acteurs de la création. Donc, c'est vrai que très vite, on s'est dit « ce que nous souhaitons, c'est porter la valeur dans le contenu ». Après, tant mieux si, effectivement, et on en est assez fiers, l'enceinte correspond à ce que les enfants souhaitent. Et notamment, il y a quelque chose de spécifique sur l'enceinte, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Alors, effectivement, sur la question des contenus, voilà. Si j'avais à
résumer, on est beaucoup sur la notion du développement de l'imaginaire, l'interaction, l'autonomie, l'ouverture sur le monde et l'apprentissage. Donc c'est vrai qu'on a cette idée-là que nous partageons. On l'a testé auprès du public et voilà, les évocations communes, c'est confiance, qualité, valeur sûre. Voilà. Et la promesse perçue était effectivement ce que nous souhaitions. Sur cette notion de transmission, modernité, ludisme et savoir, c'est quelque chose d'important pour nous. Voilà les contenus qui vont être accessibles, quand même, qui sont absolument superbes. Pierre et Loulou, Olma, les Odyssées, enfin, que des choses que vous avez déjà dû côtoyer. Si je reviens sur la genèse, je crois que c'est comme pour beaucoup de choses, ça a été une rencontre, voilà, avec Radio France. Sybille, ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessité de collaborer pour aborder ces moi, j'ai une conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire tout seul. Très bien. Parce qu'on doit atteindre des tailles critiques auxquelles on ne peut pas. Il y a une question d'accélération de marché, il y a une question de... Moi, je crois... Effectivement, on a des équipes qui sont formidables, qui ont des forces reptiliennes, qui sont en capacité de gérer cette accélération tout en étant en capacité de production. Mais il y a un moment où vous êtes happé quand même par quelque chose où il faut arriver à une taille critique où cette idée de consortium, et c'est ce qu'on a eu aussi avec la Caisse des dépôts, c'est des rencontres où en fait, soit vous observez votre marché en vous disant, ben voilà, Radio France avec Oli, les Odyssées et mon concurrent, ou est-ce que vous levez la tête de votre copie, vous dites la concurrence, elle est quand même au niveau international, c'est ce qui risque de nous arriver, mais en frontal, partant du principe que déjà, technologiquement parlant, bon, voilà, mais en termes de contenu, on se devait d'apporter une réponse alternative sur cette idée que la fenêtre ouverte sur le monde pour nos enfants ne peut pas être uniquement du côté des GAFA. C'était inimaginable pour nous. Donc on se devait d'arriver. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous le dites, c'est d'autant plus intéressant que vous le dites alors que vous avez expliqué que vous étiez un groupe leader européen et que malgré ça, la nécessité de collaboration, la nécessité de coopération avec des partenaires pour être à la taille critique est absolument essentielle. Et je pense que ça, c'est un point clé dans notre question du marché, de l'immersion et des ICC. De manière générale, il y a à la fois les fournisseurs de technologies, il y a à la fois les fournisseurs de contenu. Et si on veut atteindre une taille critique, il faut organiser ces coopérations. Et je pense que c'est un des enjeux du KIF, d'ailleurs, au passage. Je pense que c'est un des grands enjeux poussés par Alexandre, et il a bien raison, et ça, je salue et félicite son action. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait ? On peut se dire qu'on sait tout faire. Oui, bien sûr. Voilà, donc on peut se dire, on va se mettre dans le gaming. Sauf qu'il y a des super boîtes qui ont déjà commencé, qui sont plus avancées, et avec lesquelles je pense qu'on a des expertises à mettre en commun. Radio France est une superbe maison qui connaît remarquablement bien le son. Il s'avère que, après, c'est la collaboration des équipes qu'il faut savoir. Premier éditeur de podcast. Premier éditeur de podcast. Superbe capacité de création. Bon, vous vous dites, est-ce que on agglomère nos expertises et on travaille ensemble, ce qu'on a commencé à faire avec Salut l'Info, en fait. On a commencé avec quelque chose de plus petit, qui était une idée géniale, qui est quand même aussi un gros enjeu, on va pas en parler aujourd'hui, mais qui est quand même l'éducation aux médias de la jeunesse, qui n'est pas un petit sujet. Donc, ils reçoivent d'informations en flux permanent, sans véritablement comprendre ce qu'on leur dit. On s'est attelé avec Radio France à créer Salut l'Info, qui est une collaboration entre Radio France et Astrapi. C'est comment est-ce qu'on met l'information à la hauteur des enfants. Là, c'était comment est-ce qu'on met en fait le son, une proposition éditoriale commune à hauteur des enfants. C'est celui de l'éveil de l'enfant à l'heure du numérique. Il nous fallait trouver une réponse. Alors, quelle est-elle cette réponse, Merlin, du coup ? Merlin. Vous êtes réunis. C'est Merlin. Des contenus. Quelle est-elle cette réponse ? Alors très vite, on s'est rendu compte que ça allait être formidable de travailler ensemble. Très vite, les équipes se sont dit mais pourquoi travaillons-nous ensemble ? Non, je rigole, mais on sait faire tout seul. Mais voilà, assez vite, les choses se sont mises en place. Et puis en fait. Ah oui, vous les avez devant, si vous voulez. Je les ai devant, voilà, absolument. Non, je voulais montrer, non, en fait, j'ai pas... Là, voilà l'enceinte, en fait, voilà, c'est le produit qui parle. Il y a quelque chose de spécifique sur ce produit. Vous êtes sur un enfant de 3 ans, et donc, aujourd'hui, il y a des offres. Donc, il y a un truc dont on est super fiers, c'est qu'un enfant à 3 ans, ça attrape. Voilà, ça attrape.
ça prend pas, ça marche pas comme ça avec non, ça attrape. Donc l'anse, voilà, par exemple, est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. On est super fiers parce qu'on travaille avec Ellipson, qui est un fabricant. Donc ça, c'est votre partenaire technologique qui a développé l'enceinte pour votre compte. Et on fait tout en France. Vous, éditeur, Radio France et Bayard, et vous fabriquez tout en France. Nous fabriquons en Bourgogne. Voilà. Il y avait de la choix entre la Bourgogne et le Pays Basque. J'aurais plus tenté le Pays Basque, mais c'est la Bourgogne qui a gagné. Bon, ça, c'est une raison très personnelle, mais c'est la Bourgogne qui a gagné. Voilà, c'est en France. Ce qui nous a demandé effectivement un développement plus long. Et puis, et pourtant, on a réussi à maintenir un prix médian de marché qui est juste en dessous de 80 €. Voilà. D'accord. Et pour comprendre le modèle économique, aujourd'hui, cette enceinte, elle est vendue en stand-alone, elle est vendue avec un abonnement. Quel est le modèle économique aujourd'hui du projet tel que vous l'imaginez avant son lancement, que je comprends être à Noël? Oui, absolument. Bon. Les précommandes sont possibles. Voilà, exactement. J'ai mon crayon avec moi qui veut. Non, le prix est à 80 €. Dans l'enceinte, en fait, vous avez 40 contenus qui sont préembarqués, téléchargés, et vous en avez 200 de disponibles via une app. Que vous pouvez, parce que vous pouvez connecter en fait le temps du téléchargement, l'enceinte avec votre app et télécharger les contenus supplémentaires. Voilà. Il y a le petit film normalement suffisamment qui doit arriver pour vous expliquer effectivement toute l'ergonomie. On peut peut-être lancer le petit film juste pour le début en tout cas du film et puis continuer. Oui, tout le début. Vous voyez un peu l'ergonomie et de l'enceinte et comment ça fonctionne. Et je voudrais, pendant qu'on voit le film et que vous observez comment ça fonctionne, peut-être là cette fois-ci qu'on aborde l'immersion parce qu'on est sur une rencontre centrée autour de l'immersion. Là, on a une enceinte déconnectée. L'immersion, c'est quoi là, le son ? Alors, elle est déconnectée parce qu'il y a un point qui est très important pour nous aussi, c'est que le fait que le choix de l'enfant ne soit pas influencé par des algorithmes. Ça, c'est une question qui était importante pour nous. Et il n'y a pas de collecte de données. D'accord. Voilà, c'est assumé. Donc la confiance et la transparence. Ça, c'était essentiel pour les parents, si j'ai bien compris. Alors, le son, l'immersion. Peut-être on peut lancer la vidéo et en même temps, on commence à répondre à ces questions. Alors, je sais pas, on peut lancer la vidéo, c'est possible ? Voilà, la vidéo arrive. La première minute. On peut regarder Sybille. C'est une enceinte fabriquée en France, conçue pour les enfants à partir de 3 ans. Petite, légère, qui propose une écoute sans ondes et donne accès à un répertoire de plus de 200 titres Bayard Jeunesse, Milan Jeunesse et Radio France. En allumant leur enceinte, les enfants peuvent accéder à leurs histoires, à des musiques, à des documentaires sur le monde, à des contenus calmes et à des contenus pour apprendre. Au gré de leur navigation, les enfants peuvent explorer les catégories représentées dans chaque grand univers. De tout l'ensemble des catégories qui sont représentées ici, puisque vous n'avez pas que des histoires en fait. Vous avez énormément de choix possibles. C'est une V1, on a vocation à élargir ce catalogue de par nos propres productions ou la production d'autres éditeurs qui nous ont déjà... Ça, c'est un point très important parce que finalement, vous n'êtes pas les premiers sur ce marché. Non. Il y a déjà aujourd'hui des offres, mais en fait, c'est la première offre d'éditeurs. Oui. Les offres précédentes, c'est plutôt des offres de gens qui proposaient un device avec une technologie, et c'est la première offre d'éditeurs, c'est-à-dire conçue comme une plateforme pour déployer des contenus. Absolument. Et ça, pour vous, c'est le point qui peut faire la différence sur le marché. On pense, oui. J'imagine. Et avec la puissance des marques que sont... On en a la conviction. Oui, en fait, c'est un service rendu aux enfants et aux parents. C'est ça. Que de retrouver dans un seul lieu l'ensemble, si vous voulez aller voir tous les Odyssées, vous avez tous les Odyssées, vous avez tout au lit, vous avez toutes les belles histoires, avec un téléchargement qui est ultra simple. Donc, il n'y a pas le fil, le truc, le machin. Ça se fait... Sur l'appli des parents.
Oui, bien sûr. Absolument. Et vous retéléchargez ce que vous souhaitez. C'est qu'en plus de ça, vous avez... parce que comme on est éditeur, donc c'est la curation qui est quand même, pour nous, été très importante. Donc vous avez un référencement par tranche d'âge, par thématique, par activité, par ce que vous souhaitez. Vous pouvez croiser. Métier, qui est celui de la médiation. Oui, donc la médiation-curation. Exactement. Absolument. On revient à votre métier. Ouais. Alors peut-être un mot sur le son maintenant pour conclure. Alors peut-être un mot pour dire que tout cela n'aurait pas été possible sans la Caisse des dépôts. Bien sûr. Et si j'osais la nommer, Maude Franca. Qui nous rejoindra tout à l'heure et qui a cité d'ailleurs Merlin. Puisque dans le plan économique, il y a quand même beaucoup la Caisse des dépôts. Comme investisseur avisé. Comme investisseur avisé. Donc ce qui incite d'autres investisseurs à aller sur ce sujet. Parce que comme vous l'avez dit, vous êtes parti d'une problématique de marché. Il y a un marché, il y a une attente qui aujourd'hui n'est pas satisfaite. Pour Bayard, peut-être dire aussi qu'il y a un marché, on le sait d'autant plus que je rappelle que nous pressons, en fait, encore aujourd'hui, 3,5 millions de CD par an. Ouais. Donc il y a quand même une question de RSE et qui s'imposait à nous, de proposer une alternative. Ce qui en plus donc, fabrique des impacts positifs. Exactement. Alors, un point quand même, je voudrais revenir à cette question de l'immersion, le son. Oui. Vous êtes à un forum autour de l'immersion. Oui. Pourquoi cette offre est immersive? Pourquoi le son est immersif et pourquoi vous le pensez comme une offre immersive depuis le début et que c'est votre conviction forte, notamment pour les enfants? Parce que nous, pour Bayard, on a la conviction que le son participe au développement cognitif de l'enfant. C'est la raison pour laquelle elle est constitutive de notre offre de presse. Et qu'elle l'a toujours été. La musique, j'allais dire, c'est une expérience diverse, complémentaire, en tout cas de celle de l'apprentissage de la lecture. Et tout comme la lecture, le son laisse l'imaginaire intact. C'est un point. Pour un enfant. Et je pense que, comme l'a dit ce matin le directeur de la stratégie de Dassault Systèmes, c'est l'imaginaire qui guide l'industrie. Je pense que cette question de l'imaginaire est intrinsèquement liée à la tentative de définition que nous essayons de faire avec l'immersion. Elle est d'autant plus importante aujourd'hui, où les enfants sont submergés par les images, et nous attelons bien évidemment à répondre à ces questions et ces demandes d'images, et nous le faisons, mais très conscients que pour les petits, la construction de l'imaginaire de l'enfant passe par effectivement le son et cette lecture qui, ça le laisse intact, et c'est la raison pour laquelle très naturellement on est allé vers le son aussi. Ce qui veut dire que c'est une des conditions, j'irai même un peu plus loin, c'est peut-être une des conditions sine qua non pour que demain, tout ce que nous voyons émerger sur l'immersion, dont le public seront les enfants d'aujourd'hui. Oui. On est bien d'accord. On a besoin de leur imaginaire. Sinon, ça ne marchera pas, l'immersion. Alors, nous, on a besoin de l'imaginaire de l'enfant, et pour que l'imaginaire puisse se développer, lorsqu'on parle d'immersion, on a besoin de le corréler à de l'interaction. Oui. Pour nous. Mmh. C'est-à-dire que l'enfant doit être acteur, moteur, participer à, pour qu'il puisse être dans un apprentissage, j'allais dire, actif. Donc, tout ce qui ne fait pas écran à la relation, mais qui, au contraire, développe l'interaction de l'enfant, on est prêt bien volontiers à le... Alors, dans notre contribution à la discussion et au sein du KIF, à une tentative de définition de l'immersion, je retiendrai peut-être ces deux choses. Imaginaire et engagement sont peut-être deux mots-clés qui pourraient nous aider à définir ce que c'est que l'immersion, parce que la frontière n'est pas toujours aisée à faire entre ce qui est simple consommation. Et l'expérience, peut-être. Voilà, mais voilà, c'est ça. Voilà, on en a trois. Imaginaire, engagement et expérience. Voilà, quand on fera un résumé de toutes ces discussions et une tentative de définition de l'immersion, qui est évidemment un objet vivant, ça continuera à évoluer, peut-être qu'on retiendra ces trois choses. Alors, avant de conclure cette première partie de notre table ronde, peut-être un mot sur les perspectives sur Merlin. Donc, si je comprends bien, ça a vocation à devenir une plateforme, alors entre guillemets déconnectée, je parle du point de vue de l'enfant cette fois-ci, pas du parent. Une plateforme déconnectée pour diffuser des contenus d'éditeurs avec votre curation. Il y a plusieurs modes de développement possibles.
Il y a effectivement l'agrégation d'autres éditeurs et d'autres contenus, et ça c'est ce que nous souhaitons, et nous sommes déjà approchés par d'autres éditeurs, bien évidemment pour proposer l'offre la plus large possible. Ça c'est la première chose. Donc il y a effectivement cet enjeu de plateformisation, elle se fait par un agrégat d'éditeurs, par un questionnement qu'on peut avoir sur l'extension à la fois de la volumétrie de l'offre sur la tranche d'âge déjà définie. Est-ce qu'on propose une offre alternative pour des tranches d'âge plus grandes? Et puis surtout, au-delà de la France et la francophonie et l'international, qui est quand même, comme on l'a vu au début de ma présentation, très constitutif de ce que nous sommes chez Bayard, et en tout cas pour la partie francophone, très constitutif de Radio France aussi. Merci beaucoup, Sybille. Alors, c'était passionnant. On pourra en parler encore quelques minutes, mais je voudrais peut-être prendre quelques questions de la salle, s'il y en a, avant de passer à la seconde partie du débat, où on va élargir la discussion avec d'autres institutions culturelles qui vont s'inspirer de ce dont on vient de parler. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Eh bien, je vous propose de basculer sur la seconde partie du débat. Vous restez avec nous, Sybille, et je vais demander à Pierre Wilk, donc le directeur des publics du Centre Pompidou à Metz, de nous rejoindre. Et on va être également rejoint par Pascale Issartel, donc conservatrice générale de la BNF, directrice du département son, vidéo, multimédia, de nous rejoindre cette fois-ci en vidéo, si c'est possible. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que Pascale est avec nous en... Alors, on la voit. Je ne sais pas si on la voit. D'accord, parfait. Alors, on va commencer avec Pascale Issartel. Donc, je rappelle, Pascale Issartel, donc conservatrice générale des bibliothèques et qui dirige aujourd'hui le département son, vidéo, multimédia de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Pascale, vous nous entendez ? Je vous entends. Eh bien, formidable, parfait. Et Pascale, alors en quelques mots, peut-être nous rappeler rapidement, non pas la BNF, mais peut-être le rôle que joue la BNF dans cette économie digitale. Alors je sais que vous avez quelques diapos et quelques éléments à nous montrer, mais peut-être commencer par nous expliquer le rôle que joue la BNF dans cette économie digitale pour resituer cette institution très ancienne et très importante. Oui, alors c'est une institution effectivement très ancienne, hein, puisqu'elle est instaurée pour collecter ce qu'on appelle maintenant le dépôt légal. C'est une institution qui démarre en 1537, qui est instituée par François Ier et qui vise à faire déposer à la Bibliothèque royale puis nationale toutes les publications donc diffusées en France. Alors, au départ, à des fins de contrôle et de censure, maintenant, à des fins de constitution du patrimoine national. Et bien évidemment, les publications numériques, quelles qu'elles soient, et celles qui nous intéressent aujourd'hui, notamment autour de ces notions d'immersion, ont vocation à rejoindre la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'elles sont diffusées, publiées sur le territoire français. Et donc, nous les conservons. Et nous nous posons aujourd'hui comme des partenaires de la conservation de cet univers numérique, de ces publications dont les formats évoluent très rapidement et dont nous constatons, nous, au département son, vidéo, multimédia, quotidiennement la dématérialisation des supports. Bayard Presse évoquait le fait qu'il y ait encore des CD. Nous en collectons aussi, mais nous faisons entrer dorénavant aussi des fichiers, des e-books, des documents sonores dématérialisés jusqu'aux formats les plus contemporains et notamment ces formats en réalité virtuelle, en réalité augmentée qui sont foisonnants dans le secteur culturel et dans tout autre secteur, puisque donc la vocation de la Bibliothèque nationale de France, c'est vraiment de collecter l'ensemble des publications sans sélection. C'est un vaste projet et donc je suis là aussi pour faire connaître cette mission qui vise à faire conserver pour l'éternité numérique ces contenus. Alors, outre cette fonction de conservation, la Bibliothèque nationale est également très engagée dans la réalité virtuelle, avec des projets que vous initiez, des artistes que vous accompagnez. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelques mots ? Oui, je vous propose peut-être pour vraiment resituer le lieu aussi, qui est très particulier, qui est certainement connu de beaucoup d'entre vous, mais qu'on lance peut-être la première vidéo qui correspond à la première opération
en grandeur réelle et importante en 2017. Donc la première exposition en réalité virtuelle à la BNF en lien avec le monde des bibliothèques, et vous allez découvrir aussi nos espaces. On entre dans une bibliothèque comme on entre dans une forêt. Des rangées de livres laissent l'impression d'un certain ordre, tout comme des rangées d'arbres, mais vous ne savez pas encore ce qu'est cet ordre. Quelqu'un a placé là des livres selon une certaine méthode, une méthode qui n'existe que dans sa tête. Une bibliothèque fonctionne différemment la nuit. Le temps s'étiole et l'espace se réduit au modeste domaine de votre pupitre. Voilà, si je peux reprendre le son et la main. Voilà, donc c'était là, on voit les premières images de l'exposition qui était donc visualisée dans des casques de réalité virtuelle, avec une scénographie qui était donc installée dans un des espaces d'exposition de la Bibliothèque nationale de France. Cette exposition, c'était la première grande exposition sans doute de réalité virtuelle en France dans une bibliothèque, autour des bibliothèques, avec des dispositifs qui étaient plus de l'ordre de format 360, hein, qui maintenant semble déjà un petit peu dépassé, mais qui apportait une vision assez onirique, là aussi, liée à l'imaginaire des bibliothèques. Et donc, cette exposition avait été réalisée par Robert Lepage, d'abord pour la Bibliothèque nationale du Québec, et puis elle a fait le tour du monde. Et donc en 2017, la Bibliothèque nationale de France choisit de présenter ces contenus immersifs pour justement commencer à faire connaître ces contenus. Et pour nous, c'est toujours l'occasion de rappeler ce que j'évoquais tout à l'heure, cette nécessité de conservation, y compris pour des contenus extrêmement nouveaux, donc pour faire patrimoine rapidement, pour sauvegarder ces contenus à l'origine. Nous avons les premiers manuscrits, nous avons les premiers livres imprimés, et nous avons quelques difficultés à retrouver maintenant les premiers e-books, les premiers fichiers sonores. Donc on tente sur la réalité virtuelle ce qu'on appelle dans notre jargon la patrimonialisation précoce de la réalité virtuelle. Voilà, donc on a ce petit flyer qui pourra d'ailleurs vous être remis par une collègue qui est sur place, hein, Régine Le Turc, qui pourra vous expliquer ces processus de dépôt, parce que c'est vraiment un enjeu pour nous de participer à ce forum aussi pour faire passer ce message. Donc cette volonté d'aider les industries culturelles et créatives à conserver ces produits lorsqu'ils sont distribués au public dans leur version donc éditée. Alors, ce dispositif de dépôt légal, il s'inscrit dans toutes les activités numériques de la BNF. Nous avons aperçu une carte du schéma numérique de la BNF. C'était la diapositive peut-être juste avant, si on peut la remontrer rapidement. Alors, elle est antérieure, voilà. Voilà, c'est un grand continent, la BNF, et nous avons tenté par cette carte de tenter de dessiner l'ensemble du panorama de nos activités numériques. Et si vous le voyez de manière, c'est un peu chercher l'erreur, hein, vous pouvez repérer les cases de réalité virtuelle pour montrer que ces contenus rentrent bien, sont ensuite protégés, numérisés dans nos réservoirs numériques qui ont vocation, donc, par des défis technologiques importants et des mises à jour constantes, à être donc conservés pour l'éternité numérique. Donc ça, ce sont nos activités effectivement de conservation, mais nous sommes aussi un lieu de diffusion et d'appropriation de ces nouveaux formats, et nous croyons beaucoup que justement les institutions culturelles, on vient de parler de produits qui évoluent dans des secteurs commerciaux, je pense que la BNF et d'autres institutions, hein, il y en aura d'autres bien sûr pendant votre forum, sont aussi des lieux où le public peut s'approprier, peut découvrir la réalité virtuelle. Alors c'est le cas chez nous dans nos espaces de lecture,
donc dans une salle qui est ouverte à tous les publics. Si on peut peut-être voir le dispositif qui a été mis en place en 2018 sur la diapo qui suit sans doute, voilà, en collaboration avec MK2. Donc un VR Pod, c'est un des premiers dispositifs créés, designés par MK2 dans un espace qui est tout proche de la Bibliothèque nationale de France à Tolbiac et qui donc nous permet depuis 2018 d'offrir des contenus de réalité virtuelle. Alors d'abord en collaboration avec MK2 qui effectuait une curation et qui nous proposait un catalogue, puisque la difficulté pour nous, c'est que nous sommes un espace collectif et qu'il n'y a pas encore de modèle économique pour diffuser ces contenus très émergents pour la plupart dans ces environnements collectifs de bibliothèques notamment. Donc nous avions un partenariat très intéressant qui nous a permis de proposer ces contenus dès 2018. Et pour l'avenir, mais l'avenir très proche, en 2022, le site historique de la Bibliothèque nationale de France, le site Richelieu, va réouvrir, va être rénové. C'est une rénovation qui a pris de longues années et qui donc va aboutir en juin 2022. Et notre objectif est de proposer dans cette très belle salle, qui est la salle Ovale, une salle qui date des années 30, des dispositifs de réalité virtuelle sur un site qui est dédié au patrimoine et à l'histoire de l'art. Et nous savons que dans le domaine de l'immersion, beaucoup de contenus sont développés par d'autres institutions et d'autres sociétés de production autour de la valorisation du patrimoine, de la visite en réalité virtuelle d'espaces patrimoniaux, de monuments, d'ateliers d'artistes ou même une manière de revisiter la peinture. Et nous espérons pouvoir être une vitrine de ces productions, donc dès 2022, dès juin 2022, dans cette magnifique salle ovale qui est en train d'être rénovée et à laquelle d'ailleurs vous pouvez toujours participer à sa rénovation et acheter une étagère, une colonne. C'est sous forme de mécénat que cette salle est rénovée notamment. Donc un très bel espace, une vitrine potentielle pour des créations à venir. Donc ça, ce sont nos espaces de diffusion. Et d'appropriation. Beaucoup de visiteurs découvrent la réalité virtuelle à la Bibliothèque nationale de France et beaucoup de personnel aussi, puisqu'il y a un vrai travail interne d'acculturation à ces nouveaux formats numériques par le personnel qui avait une certaine appréhension, une certaine même réticence à proposer ces contenus au public et qui s'inquiétait par exemple de savoir si le public n'allait pas vomir, n'allait pas avoir des réactions très vertigineuses. Enfin, tout un ensemble de représentations autour de la réalité virtuelle que nous contribuons à faire connaître et à dissiper dans ces espaces de diffusion. Et puis, donc, effectivement, nous avons une politique de valorisation. Alors, donc, on retrouve cette exposition La Bibliothèque la nuit, avec le regret que nous avons, Robert Lepage et donc sa société de production Ex Machina, malheureusement, n'a pas déposé ces contenus. Et c'est pour nous, voilà, en tant que conservateurs, c'est une vraie difficulté de ne pas avoir conservé la trace de cette exposition historique. Mais donc, nous proposons tout un ensemble de manifestations très régulièrement, notamment lors d'événements professionnels. Nous avons accueilli par exemple le festival Pixie dès 2019, des éditions hors les murs du festival Pixie, où nous nous interrogeons ensemble sur ces nouveaux formats et notamment en lien avec le documentaire et les nouvelles écritures du documentaire. Nous avons aussi, à l'occasion des Journées du patrimoine, régulièrement proposé des contenus de réalité virtuelle avec notamment le laboratoire de l'ENSAD et une expérience qui permettait de naviguer, de s'immerger dans des représentations picturales du MoMA. C'était l'opération TemCloud, effectivement. Pascal, si vous permettez. Oui, m'entendez ? Donc, dès le mois de septembre, peut-être qu'on peut faire défiler les différentes représentations absolument. de nos opérations de valorisation. Et donc, en ce mois de septembre, nous allons commémorer le 11 septembre de manière imminente. Je reviendrai sur cette importante manifestation autour d'une résidence numérique. Nous allons donc proposer, à l'occasion de la commémoration du 11 septembre, une expérience qui s'appelle Replay Memories, et qui met en scène à la fois les contenus du web en lien avec le 11 septembre, et on s'immerge dans ces contenus, dans cette archive du web,
Et on peut aussi rencontrer des témoins du 11 septembre lors d'un voyage, d'une visite de New York. Donc voilà, ce sont ce type d'opérations qui nous permettent effectivement de diffuser, de faire connaître à la fois notre mission de collecte et de diffusion de ces contenus. Et puis une opération originale que nous avons testée il y a maintenant 3 ans. Depuis 2017, nous proposons à des artistes de s'immerger dans nos contenus et dans nos 12 millions de documents et de créer à partir de ces documents une œuvre, une création. Alors, nous avons eu d'abord un artiste sonore et l'année dernière, en 2019-2020, une résidence numérique a été consacrée justement à ces contenus immersifs avec une créatrice, Judith Guèze, qui est à la fois artiste, chercheuse au laboratoire INREV de Paris 8 et qui a créé le festival d'art et de réalité virtuelle au Laval Virtual. Et donc, elle s'est immergée avec nous dans nos collections, on l'a beaucoup guidée, et elle a créé une œuvre de réalité virtuelle qui est un voyage onirique dans les collections de la BNF. Pascal, si vous permettez, vous m'entendez ou pas ? Oui. Oui, alors je vous remercie. Donc, on a bien compris l'ensemble des initiatives que vous portez et toute la mission de diffusion de ces nouveaux formats. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à Pierre Wilk. Est-ce que ces expérimentations et la diffusion de ces nouveaux formats suscitent ou vous offrent des opportunités peut-être de développer une offre commerciale via notamment BNF Participation ou BNF Partenariat par exemple? Est-ce que c'est aujourd'hui des choses que vous expérimentez dans la perspective demain de développer une nouvelle offre ou c'est votre mission pleine et entière de diffusion de ces nouveaux formats qui s'exécutent? Alors, nous sommes effectivement plutôt sur cette mission de diffusion et de constitution d'un patrimoine qui peut resservir pour des créations ultérieures, mais il y a des coproductions possibles. Hein. Nous avons réalisé avec Bachi Bouzouk justement une visite en réalité virtuelle du site François Mitterrand, du site de Tolbiac. Voilà, ça, ce sont des partenariats publics-privés, effectivement, qui sont à l'œuvre dans ce domaine, parce que nous sommes aussi nous-mêmes producteurs de contenus, notamment immersifs, pour valoriser le patrimoine de la BNF. Voilà, pour le moment, c'est plutôt sous cette forme-là, et nous avons avant tout vocation, en tant qu'institution publique du ministère de la Culture, à être un lieu de découverte, peut-être une vitrine, et un lieu qui permet aussi la création par l'utilisation des contenus de la BNF par ces matériaux que constituent ces 12 millions de documents qui peuvent être réexploités pour des créations ultérieures. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup pour ce témoignage très clair qui est impressionnant du point de vue de cette institution si ancienne qui a embrassé pleinement le numérique. Je voudrais passer maintenant la parole à Pierre Wilk, donc le directeur des publics au Centre Pompidou à Metz qui nous accueille aujourd'hui. Alors c'est presque à l'opposé du spectre d'un certain point de vue, puisque vous avez une dizaine d'années, si j'ose dire, à peu près. Exactement, on est tout jeune. Vous êtes tout jeune. Alors, c'est un avantage ou un inconvénient pour embrasser le numérique? Ça peut être envisagé sous les deux angles. En fait, être une institution jeune, c'est aussi être une petite équipe encore, comparée à l'Opéra de Paris et même à la BNF. Donc une petite équipe qui est souple et qui, du coup, peut se permettre de tester des choses, d'aller sur des terrains un petit peu aventureux. Et en même temps, 10 ans de recul pour le tout premier établissement qui a été issu d'une décentralisation d'un grand établissement public culturel parisien. 10 ans de recul, c'est finalement très peu puisqu'il a fallu tout inventer au moment de l'installation du Centre Pompidou à Metz. Il a fallu s'intégrer dans un maillage territorial, il a fallu lier de très nombreux partenariats. Et le fait que le public aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs votre intervention sur notre très bel été que nous venons de passer, le fait que le public ait aussi vite répondu à l'issue de la période de confinement, se soit réapproprié lui aussi vite, c'est en grande partie lié au fait que cet établissement maintenant est complètement intégré dans l'écosystème dans lequel il s'est installé voilà 10 ans. Donc c'est finalement peu parce que l'institution doit arriver à une certaine forme de maturité pour embrasser des projets comme ça. Je pense qu'on est à l'orée de cette période-là pour le Centre Pompidou. On a déjà lancé quelques petites choses qui répondent, en plus très favorablement de la part du public. Donc
Et alors, on a hâte. Vous êtes directeur des publics, il y a un pluriel, donc j'insiste sur ce pluriel. Auquel je tiens, oui. Absolument. Et donc ce pluriel, le numérique, comment le numérique vous aide-t-il à accéder à cette pluralité de publics? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais que vous avez eu plusieurs initiatives, notamment avec des acteurs du numérique. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Comment vous abordez cette question? Je peux vous parler de deux expériences dont on est particulièrement fiers. L'une à l'initiative de TikTok, qui a sollicité une grande partie des musées français courant mai, à l'issue de la période de confinement, pour faire un grand événement au cours d'une semaine. Ils nous ont sollicité et nous ont offert une vraie fenêtre pour faire un live avec du coup une sponsorisation qui nous a permis vraiment d'être très présents sur le réseau. On a répondu favorablement, on s'est inscrit et on a la chance d'avoir une équipe de communication qui maîtrise à la fois cet écosystème et puis les codes qui le régissent. Donc on s'est inscrit, je pense, avec tout de suite la bonne démarche, c'est-à-dire quelque chose de plutôt décalé, de plutôt immersif, justement. C'est-à-dire qu'on a proposé à nos followers de justement, d'une part, prévisiter l'exposition Archiboldo qui est actuellement présentée au public au centre. Donc une prévisite alors que l'exposition n'avait pas ouvert. Et puis une prévisite encore dans une ambiance de chantier. Donc il y avait vraiment cet aspect coulisses qui a énormément plu. Ça a généré énormément de commentaires extrêmement positifs. Donc on était très satisfaits. Les gens se sont appropriés cette visite, en plus qui avait lieu avec un commissaire. Donc un contenu riche et assez précis, néanmoins, quelque chose qui était très qualitatif et malgré parfois le propos pointu, on peut dire, le public, voilà, c'est vraiment approprié, les questions étaient extrêmement pertinentes, les échanges nombreux, donc un grand succès pour nous. Donc ça a été un vecteur de relation avec... Un très grand vecteur à tel point qu'on réinterroge ce support-là comme maintenant faisant partie d'une vraie stratégie de médiation à part entière, en réfléchissant à la manière de l'intégrer plus précisément. On a une équipe de médiation au centre qui sont des personnes absolument formidables qui maîtrisent sur le bout des doigts les expositions. On est en train de réfléchir avec eux comment concentrer ce savoir, cette richesse de savoir pour optimiser. On a déjà fait quelques vidéos avec les médiateurs, justement, qui sont en plus généralement des gens assez jeunes, donc ils savent lier avec cet auditoire qui est très jeune sur TikTok. C'est pareil, pour l'instant, les retours sont extrêmement positifs. Donc voilà, c'est amené à C'est une façon de faire vivre vos expos, à la fois en amont, en aval, et de poursuivre la vie avec ces publics. Exactement. Et in situ, une deuxième expérience qui est assez intéressante aussi, on a déployé un outil chatbot en fait, qui est accessible assez facilement en web app, en flashant un QR code, un outil qui permet d'interagir avec les œuvres. Donc c'est un petit outil avec de l'intelligence artificielle embarquée qui permet de photographier l'œuvre. L'outil reconnaît l'œuvre et délivre du contenu sous forme d'un dialogue avec le visiteur. Délivre du contenu qui est à la fois accessible sur les cartels d'exposition puisque les cartels sont lus, donc à un format audio et sonore, et puis aussi une déclinaison sous forme de dialogue avec le visiteur où là, on a même enrichi le contenu. Il y a plus de contenu, on met à disposition d'autres œuvres de certains artistes pour expliquer les liens, les connexions entre la production de cet artiste. Donc pareil, une expérience qui est extrêmement positive. Les statistiques sont assez bonnes par rapport au retour qu'on peut avoir. Et puis voilà. Et c'est né de collaboration avec des startups qui développent ces technologies. Vous les avez développées en interne, vous avez fait ces collaborations? Tout à fait. Alors c'est quelqu'un qui nous a démarché en nous disant on propose déjà ça à d'autres acteurs du monde du musée. Est-ce que ça vous intéresse d'une part qu'on travaille ensemble et éventuellement qu'on développe d'autres choses? Une dimension qui était extrêmement importante pour moi parce qu'elle est vraiment fondatrice de la politique des publics au centre, c'est l'aspect accessibilité. C'est pour ça qu'on a donné le tout premier point de départ, c'était l'aspect audio en fait. Vraiment, c'était l'idée de ces cartels qui, dans la scénographie de l'exposition, sont dans le dos des visiteurs puisque les œuvres sont sur un des murs et le cartel est sur le mur qui fait face. On avait peur dans un premier temps que les personnes qui étaient d'une part malvoyantes ou non-voyantes
ne puissent pas disposer de ce contenu-là qui était extrêmement enrichissant pour l'expérience. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve un moyen, et l'audio, encore une fois, a répondu, et en ça, je rejoins vraiment toutes les analyses que vous avez faites à cet endroit-là, puisque nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, et on a de multiples projets sur ce type de médias. Mais l'audio a répondu évidemment à cette problématique-là, et s'en est suivi tout un développement complémentaire. L'expérience est suffisamment satisfaisante pour qu'on réfléchisse à d'autres projets de cet ordre-là, avec encore plus d'enrichissement en termes d'expérience, éventuellement de la géolocalisation, pour qu'on puisse faire de la recommandation au fur et à mesure du parcours de visite, de la possibilité de sous-titrer des vidéos qui apparaissent dans les expositions. Enfin, il y a plein de projets qui se construisent à cet endroit-là. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, on est au cœur de ce qu'on a appelé la transformation culturelle, c'est-à-dire la transformation de la façon dont la médiation est faite entre l'œuvre, les œuvres et puis le public. Et donc ce foisonnement d'innovation, vous dites là, ce sont des expériences, elles ont vocation à être pérennisées, vous avez vocation à développer ça, vous avez vocation à faire en sorte que ces startups se développent avec vous. Enfin, est-ce que ça reste des expériences les unes après les autres, ou est-ce que ça devient finalement central dans la façon dont vous concevez, pensez votre offre demain vis-à-vis de tous vos différents publics? Non, c'est quelque chose qui, je pense, va être amené à perdurer. C'est anecdotique, mais à côté de ça, il y a toute une transformation digitale de la relation client qui s'opère aussi au niveau du centre, puisqu'on est en train de mettre en place le développement d'un CRM qui serait vraiment propre à l'univers muséal et avec un partenaire de la même manière pour qu'on puisse... développer des choses pour le public sans avoir de retour et sans avoir de visibilité, sans pouvoir piloter à proprement parler ces expériences n'a pas de sens. Donc là, on consolide une base qui nous était manquante, c'est-à-dire un CRM pour accroître notre connaissance des clients, pour accroître notre connaissance des visiteurs et savoir exactement jauger la pertinence de nos offres. On a, je vous dis, les retours chiffrés qu'on a eus de ces deux expériences que je viens de vous exposer sont extrêmement prometteurs, et de telle sorte à ce que elles sont envisagées de manière pérenne. Donc le test, c'est un peu ce que je vous disais, la petite équipe permet de tester et de réussir à convaincre sur à la fois l'intuition, la capacité à envisager l'écosystème autour, et puis voilà, force est de constater que les intuitions étaient bonnes. Maintenant, on va s'engager dans quelque chose d'un peu plus normé, d'un peu plus voilà, quelque chose qui soit un peu plus structuré. Mais oui, on retrouve, cher Sybille, d'ailleurs, un peu les mêmes ingrédients, c'est-à-dire l'écoute du public, la transformation de l'offre, la transformation interne de l'entreprise, ou l'organisation, d'institutions en l'occurrence, toujours véhiculée par le numérique pour améliorer la relation, finalement. C'est ça le sujet, c'est améliorer la relation avec le public, améliorer l'expérience, l'enrichir, pourquoi pas avec de l'immersion, naturellement. Oui, c'est... Les deux sujets sont très liés. On sous-estime souvent, et pourtant je pense que c'est le point de départ, c'est l'évolution de la mentalité en interne qui est pour moi évidente. Et en ça, je vous dis, on a basculé sur le modèle maintenant qui va permettre de faire ça. On a atteint une taille d'équipe aussi qui va permettre de pouvoir engager ce type de chantiers qui sont souvent très impactants d'un point de vue RH. Donc, on est sur la bonne rampe de lancement. Là. Formidable. Ces expériences je vous souhaite beaucoup de succès. Alors justement, ça m'amène peut-être à la transition, parce que je voudrais interroger Nicolas Orsini, donc, qui est chef du département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et de l'administration des données au ministère de la Culture. Nicolas, est-ce que vous m'entendez? Donc, qui n'est pas présent ici, mais qui est présent. Voilà. Bonjour Nicolas, vous m'entendez? Bonjour Walid, je vous entends parfaitement. Eh bien, super. Alors Nicolas, on vient d'entendre à la fois la BNF et le Centre Pompidou illustrer leur engagement dans le numérique et dans les enjeux d'immersion pour améliorer la qualité de la relation au public. On a entendu combien aussi ça supposait une transformation des institutions elles-mêmes, de ses procès, de sa façon de travailler et de repenser de sa relation au public. Vous êtes au cœur de ces sujets, vous, par votre poste au ministère. Comment vous, tutelle de toutes ces institutions, vous pilotez ça? Qu'est-ce que vous voyez comme tendance, comme enjeux de compétences, de transformation? Comment vous voyez les choses de ce point de vue, Nicolas?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier Alexandre Michelin ainsi que toute l'équipe du KIF pour l'organisation de cet événement et de cette invitation à intervenir à distance dans ce très beau opérateur qui est le Centre Pompidou à Metz. Très rapidement, je présente les principales missions et activités de mon département, le département du numérique, nouvelle entité au sein du ministère de la Culture et dont l'activité se structure autour de deux grandes missions. Notre première mission vise tout d'abord à stimuler et à accompagner les acteurs de la culture dans la transformation numérique des politiques culturelles. Concrètement, c'est coordonner des problématiques numériques transverses aux différents secteurs, tels que la transformation de l'offre culturelle en lien avec l'émergence des nouvelles pratiques dont on vient de parler et que j'évoquerai à nouveau, l'évolution des modèles de la création, de la production et de diffusion des contenus culturels en France, mais aussi à l'international, à l'étranger, la transformation numérique des organisations et des métiers, le sujet de la formation étant absolument crucial et central au sein des institutions publiques notamment. Il s'agit par ailleurs de proposer des orientations stratégiques et de coordonner notamment l'élaboration de doctrines ministérielles. Je pourrais y revenir. On a aussi vocation à soutenir finalement de l'innovation dans l'ensemble des secteurs du périmètre d'intervention du ministère, avec des appels à projets dédiés, des partenariats structurants avec des laboratoires de recherche. Je pense notamment à INRIA en matière de recherche et développement, mais aussi l'Agence nationale de la recherche ou le CNRS en matière de recherche, je pourrais le développer. Et puis aussi le soutien et l'accompagnement et l'accès au financement qui sera notamment présenté par les représentants du Centre national du cinéma, mais également par Maud Franca de la Caisse des dépôts qui pourra évoquer le formidable travail réalisé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt culture, patrimoine et numérique opéré par la Caisse des dépôts et dont on a déjà un petit peu parlé. Et puis l'une de nos missions est aussi d'accompagner finalement la montée en compétences et la formation des acteurs culturels, puisque c'est un sujet qui convoque des enjeux extrêmement structurants autour de la formation initiale proposée par les nombreuses écoles de l'enseignement supérieur culture, et bien sûr des formations professionnelles continues, des agents publics, mais aussi des acteurs de la culture, qui sont, je pense, et on vient de le dire, au cœur finalement des enjeux de la transformation numérique des institutions publiques, mais aussi des acteurs privés. Et puis l'autre principale mission de mon équipe et de mon entité est de favoriser la circulation et la valorisation des données et des contenus culturels. On a vocation à définir une politique de la donnée, une politique d'administration ministérielle des données, donc notamment structurer toutes les actions menées en matière d'inventaire, de gouvernance, de production et de circulation, d'exploitation des données et des contenus culturels, dont les contenus 3D, qui sont au cœur des enjeux de l'immersif notamment. Et puis on pilote un certain nombre de programmes structurants en faveur de la numérisation, de l'agrégation, de la sémantisation, puisque les contenus, une fois produits, doivent être enrichis pour pouvoir améliorer leur diffusion. Et on va jusqu'à l'ouverture des contenus culturels et notamment les sujets d'open data. Toutes ces activités ont finalement vocation à servir les missions du ministère en matière de contenu, notamment favoriser l'émancipation des citoyens par les arts et la culture, en contribuant au développement d'une offre de qualité, en garantissant un large accès au contenu culturel public, en renforçant notamment la participation des citoyens tant au choix de la numérisation et de mise en ligne qu'à l'enrichissement des contenus. Et je pourrais évoquer notamment toutes les formidables actions menées en matière d'actions participatives qui sont en cours. Aussi faire du numérique finalement un véritable levier de cohésion culturelle et d'attractivité des territoires en suscitant la pratique et l'éducation artistique et culturelle qui est au cœur de nos missions et en favorisant notamment le développement de services numériques innovants, valorisant le patrimoine, mais aussi l'ensemble des secteurs culturels. On pense bien sûr au spectacle vivant, aux médias, aux industries culturelles notamment. Et puis bien sûr, mieux accompagner les artistes et les créateurs et donc finalement soutenir les filières créatives et culturelles en facilitant l'accès aux collections nationales, donc des musées, mais pas que, en favorisant la création et la diffusion des œuvres numériques et en accompagnant l'évolution des espaces artistiques en faveur des publics et des publics en ligne, mais aussi des publics in situ. Le sujet a été évoqué, mais on souhaite, à travers cela, finalement, réaffirmer notre souveraineté culturelle par le numérique, en garantissant la, diffusion, la circulation et ce qu'on appelle la découvrabilité de l'offre culturelle, en ligne. Sujet, tout à fait,
au cœur de nos problématiques et structurant par la suite. Alors en matière d'immersif, on a un certain nombre de centres nationaux et notamment d'opérateurs publics. On pense au Centre national du cinéma, mais aussi au Centre national de la musique et beaucoup d'autres établissements publics, hein, tels que les musées, les théâtres, les opéras et beaucoup d'autres, qui ont d'ores et déjà lancé de nombreuses initiatives. Le ministère soutient également plusieurs activités et initiatives. Je pense notamment à la numérisation des sites patrimoniaux et notamment les sites patrimoniaux en péril. Certains d'entre vous ont vu l'exposition sur Palmyre et le patrimoine syrien, site éternel. C'est également le cas dans le champ de l'archéologie, et je pense aux grottes ornées dont on est très largement doté sur le territoire national. Je pense par ailleurs à des projets immersifs menés en matière de recherche scientifique culturelle, et on ne connaît pas suffisamment l'ensemble des actions et initiatives menées et en cours dans le cadre du projet de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est tout à fait important et très structurant pour la suite. Et puis nous intervenons également dans de nombreux champs d'intervention, et je pense notamment à la reconnaissance automatique d'objets visant à lutter contre le trafic illicite des biens culturels et d'autres genres bien plus identifiés. Et on pense là au champ du tourisme culturel ou encore à l'évolution des métiers d'art. Donc vous voyez, le spectre est extrêmement large, et l'immersif aujourd'hui irrigue et s'installe dans l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur des secteurs du ministère de la Culture. Se pose finalement la question, en tout cas les enjeux de la transformation numérique de ces acteurs et des métiers de la culture. Et donc voilà, j'ai pas dressé une liste exhaustive de ces enjeux liés à la transformation numérique de la filière. Néanmoins, certains exemples me paraissent particulièrement stratégiques et importants. Et j'aurai l'occasion de développer plus aisément d'autres idées, mais je voulais évoquer l'idée de comment on pouvait favoriser le développement d'une nouvelle offre culturelle et créative, et j'y reviendrai plus précisément, notamment en évoquant la place des institutions culturelles. Comment aussi accélérer la transition numérique des entreprises et des institutions, pas spécifiquement dans l'immersif, mais en fait dans l'ensemble des secteurs, afin de répondre aux nouvelles attentes des publics toujours plus exigeants. Comment garantir la maîtrise des données et des contenus avec des enjeux cruciaux sur les chaînes de valeur et tout particulièrement les maillons en aval, et je pense notamment à la distribution. Et enfin, comment on stimule des projets de recherche et développement dans la filière afin de favoriser l'émergence et évaluer finalement l'impact de nouveaux usages et technologies pour pouvoir les tester, les répliquer, les déployer dans les différents secteurs. C'est un vaste programme, Sur en effet. l'aspect formation, je pense que c'est un sujet qu'on pourra réévoquer de manière beaucoup plus précise, et notamment dans le cadre finalement du rôle des institutions culturelles. Enfin, à titre personnel, je pense qu'on est dans un changement en profondeur du paysage technologique, avec une potentielle rupture liée à l'émergence rapide de la XR dans toutes ses composantes, dans toutes ses formes. Ça interroge l'ensemble des acteurs de la culture et ça conduit à réfléchir finalement collectivement, et c'est en ça que je suis particulièrement heureux de pouvoir participer au KIF aux côtés de nombreux experts sur ce sujet, pour pouvoir interroger et évoquer l'évolution des méthodes, des approches et finalement des modalités d'intervention des institutions culturelles, notamment des institutions culturelles publiques. On a parlé des nouveaux partenariats, des nouvelles alliances, et le projet Merlin en est un tout à fait passionnant, et se pose finalement la question de comment on peut susciter de nouvelles dynamiques pour pouvoir proposer des offres toujours plus immersives, toujours plus participatives, avec des collaborations actives tant avec les publics mais aussi avec des nouveaux acteurs, hein. Alors bien sûr, les acteurs de la recherche, les laboratoires, mais pas que. On pense évidemment à l'écosystème des PME et des startups innovantes. On pense aussi aux grands groupes industriels et bailleurs en état, pour pouvoir imaginer de nouvelles formes de dialogue et d'alliance avec les communautés et avec nos publics. La XR, de manière générale, constitue un formidable atout au service du renforcement de la médiation, et ça, Bobo Metz en a parlé, de l'accessibilité des parcours, et donc ça a vocation à toucher de nouveaux publics, notamment les publics trop éloignés géographiquement, qui ne pourront peut-être pas toujours venir sur site, ou non habitués à venir dans les musées, ou tout simplement ne pouvant pas se déplacer facilement. Et on pense bien sûr au public empêché, notamment
ceux qui sont dans des espaces hospitalisés ou même tout simplement dans des EHPAD pour faire découvrir des sites ou des thématiques pas toujours connues. Et puis ça a vocation aussi à exposer des espaces ou des œuvres qui ne sont pas présentées à temps normal dans les collections permanentes, notamment pour mettre en valeur des images du passé ou des endroits pas toujours accessibles ou disparus, ou peut-être des œuvres beaucoup trop fragiles pour pouvoir être présentées au plus grand public. Se pose finalement la question de la transformation numérique des institutions culturelles qui recouvre, et je ne vais pas toutes les évoquer, de nombreux enjeux. On peut évoquer bien sûr l'évolution de l'environnement de travail des agents, la modernisation des infrastructures, des systèmes d'information, l'évolution de l'organisation dans sa gouvernance, mais aussi la manière dont en fait on doit tirer tout le parti du numérique pour adapter les modalités d'intervention et remplir les missions de service public d'une institution. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le développement de l'offre et des contenus et de services numériques. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut développer une forme d'offre numérique en ligne, évidemment, via l'identification de ressources, la production et la diffusion de contenus et de ressources pédagogiques, comment on répond aux enjeux d'inclusion numérique avec l'accessibilité de l'offre au public en situation de handicap, comment on propose de l'offre à destination des publics étrangers. Et en ça, les musées nationaux sont extrêmement novateurs dans leur politique de dialogue avec les publics étrangers, notamment chinois ou brésiliens. Comment on développe une offre numérique in situ avec la médiation embarquée, les nouvelles formes de scénographie numérique ou encore l'ensemble des dispositifs numériques hors les murs. Et puis comment on accompagne les politiques de numérisation et de diffusion à travers la visibilité des données et puis tous les enjeux liés à la structuration et à l'exploitation des données. On a évoqué tout récemment la connaissance des visiteurs, une meilleure connaissance des visiteurs et comment en fait finalement on fait évoluer une meilleure proposition, une proposition plus pertinente, une empreinte de l'offre plus forte via des CRM. C'est notamment des enjeux que les institutions publiques se posent aujourd'hui. Cela interroge par ailleurs comment en fait on met l'innovation numérique au service des missions d'un opérateur à travers la manière dont on s'investit dans des projets innovants, comment on accentue une forme de veille, comment on développe des expériences et des usages qui sont peu ou pas développés, comment on évalue l'impact de technologies ou de nouveaux usages sur ses propres missions et finalement comment on accompagne la transition des métiers avec l'évolution des compétences au sein des institutions et comment on renouvelle une approche très structurante en matière de formation initiale, puisque je le rappelle, le ministère de la Culture assure la tutelle d'une centaine d'écoles pour une communauté d'environ 37 000 étudiants qui seront les professionnels de la culture de demain. Et finalement, l'enjeu est de réfléchir à la manière dont on doit adapter les maquettes pédagogiques des écoles de l'enseignement supérieur culture pour pouvoir doter les étudiants des compétences et des connaissances du marché de l'emploi de demain. Merci beaucoup Nicolas, vaste chantier, vous avez un métier passionnant je pense, vous avez beaucoup à faire et je rappelle qu'au KIF on a le temps de s'exprimer, donc c'est bien qu'on prenne le temps de tout entendre et de vous entendre dans la complexité de tout ça. Je pense qu'un des mots-clés que vous avez repris d'ailleurs dans ce que vous venez de dire, pour arriver à embrasser un secteur aussi complexe, aussi hybride, aussi transverse, c'est la coopération. Ça a été illustré tout à l'heure par Sybille en nous parlant du projet Merlin. Mais c'est au centre, en fait, de toutes nos discussions. Il n'y a pas d'innovation sans coopération. Et comment on arrive, justement, avec ce qu'on a appelé les familles de technologies immersives, comment on arrive à faire travailler ensemble. Et un de nos assets très puissants, c'est d'avoir des créateurs, d'avoir donc de l'imaginaire, et de faire en sorte que ces créateurs arrivent à se connecter à la fois avec des ingénieurs, avec des techniciens, des producteurs, etc. Et je pense que ça, là-dessus, ce rôle de stimulation de la filière, cette fois-ci à l'échelle de la filière ou des filières territoriales, est à mon avis un des points qui va permettre de réaliser une partie du très vaste programme que vous avez décrit, une partie seulement, mais il est très, très important de ce point de vue. Je vous remercie beaucoup Nicolas pour cette intervention qui était très claire. Restez s'il y a des questions. Je voudrais maintenant passer au troisième temps de notre discussion. Alors il va être un peu raccourci même si on a un peu le temps, et demander à Maud Franca de nous rejoindre. Et je pense que ce que nous a dit Nicolas nous offre une parfaite transition. Et merci Pierre. Parfaite transition. Comment on va faire pour aborder un tel chantier, Maud, puisque c'est vous l'opérateur, un des opérateurs de l'État, pour réussir ces transformations.
Alors peut-être, alors vous nous avez expliqué ce matin le PIA, peut-être en revenir quelques mots là-dessus, puisque vous dirigez la mission mandat et investissement d'avenir au sein de la Banque des Territoires. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance en termes d'investissement, en termes de projets qui se développent? On a vu tout à l'heure que vous avez soutenu Merlin. Sur cette question de l'immersif, quelles sont les tendances générales qui se dégagent à horizon des 2, 3, 4, 5 ans sur peut-être la cinquantaine ou soixantaine de projets qui aujourd'hui gravitent autour de vous et qui, justement, correspondent à ces alliances nouvelles et ces coopérations nouvelles qui émergent? D'abord, je pense qu'il y a vraiment un avant-Covid et un après-Covid. Ça, c'est vrai. Et déjà, après, on l'attend. Ouais. La première tendance, c'est qu'on a évidemment beaucoup plus de projets et des projets de grande qualité, avec des acteurs culturels, des institutions de référence culturelle comme Bayard, comme l'IRCAM, comme la RMN, comme la BNF qu'on a vu, qui investissent ce chantier. Donc ça, c'est très important parce que aujourd'hui, on fait un saut de qualité en fait dans la production, mais aussi dans la maturité de cet écosystème immersif. Je pense qu'on a un vrai momentum parce qu'avant, on était un petit peu, même pour les startups, dans la proof of concept, hein, c'est-à-dire qu'on était sur des démonstrateurs, des choses un peu des fois où on était sur la frustration parce que c'est des formats courts de 10 minutes et c'était sur des productions, des fois les contenus, et on avait l'impression que c'était plus une démonstration technologique, vraiment une proposition artistique. On n'en est plus là. Donc là, on est dans le stade où vraiment on a la création artistique qui s'approprie ces nouveaux outils parce que justement, les infrastructures, mais aussi la technologie sont plus matures, elles sont aussi plus accessibles, elles sont aussi plus perfectionnées, parce qu'aujourd'hui on a des temps d'autonomie qui sont beaucoup plus longs sur les casques. Ça paraît, mais c'est les conditions sine qua non aujourd'hui qui font que aussi les projets de qualité peuvent se développer et qu'aussi on a des propositions beaucoup plus intéressantes qu'il y avait encore juste il y a 2 ans. Hein. Donc beaucoup plus de projets, une prise de conscience après le Covid évidemment qu'on est dans une réalité figitale, c'est-à-dire que toute institution, tout acteur doit aujourd'hui penser sa stratégie en même temps sur 2 territoires, physiques et aussi virtuels. Ce ne sont pas en plus des univers qui s'opposent, c'est vraiment des univers qui se complète et tel qu'on est nous, en fait, nous humains, on est déjà un corps et un esprit. En fait, je pense qu'on ne fait qu'incarner ça et ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est ce que la technologie permet, c'est-à-dire d'incarner nos esprits, nos imaginaires. C'est en fait ça aussi la réalité virtuelle. Et quand on dit transformer la culture, ce qui est intéressant, c'est que la réalité virtuelle, l'immersif, les technologies immersives, en fait, elles ont 2 choses. Elles deviennent en même temps des nouveaux modes d'expression artistique et d'expression artistique. Et là, ça fait partie pour moi de l'offre de la diversité culturelle. Il faut essayer vraiment de penser que ça ne va pas remplacer un théâtre, ça ne va en rien. On va continuer à aller au concert physique parce qu'on a besoin de cette présence avec les artistes qui est absolument fondamentale. En revanche, elle nous permet d'aller en effet, de proposer, quand c'est sur de la création, de proposer des réalisations nouvelles où on va incarner, on va pouvoir être projeté dans un imaginaire. Ça, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension qui est importante dans l'immersif qu'on va voir dans l'ensemble des projets, c'est le côté interactif, engagement, comme on disait. Oui. Il y a l'approche par les sens, hein, que ce soit audition, olfactif, que ce soit visuel, par les sens, on approche par les sens. Donc, c'est ce que disait Roy Amit dans notre vidéo. C'est ce qu'on verra demain d'ailleurs dans les productions autour de l'immersif, on verra comment tous ces sens sont approchés. On a une approche aussi en fait de l'art ou de la culture qui va être par les sens, donc déjà sensorielle. Et donc c'est aussi pour ça qu'on va avoir une adhésion plus grande des publics parfois à des discours qui sont un peu trop dogmatiques. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une approche aussi qui facilite en fait l'accès aussi à la culture. Et puis, on a ce côté engagement, participatif. Et peut-être une des évolutions, des tendances qu'on voit, c'est qu'avant, on pensait qu'on allait être tous dans nos casques. Alors, ça va être une possibilité. On va pouvoir peut-être faire du théâtre chez soi avec nos casques, voir en direct, en live stream, une performance d'acteur qui sera peut-être au Châtelet en même temps, mais dans un univers virtuel, et on sera chez soi. Mais aussi, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des expériences collectives. C'est-à-dire que l'immersif, c'est pas, en fait, on s'aperçoit que c'est finalement, ça sera peut-être pas finalement
finalement, nous tout seuls, devant nos casques, heureusement. C'est aussi, par exemple, on a financé dans le cadre du fonds Tech and Touch de BPI France Emissive, qui est aussi qui est une société qui a été faite avec Dassault Systèmes, qui est la visite d'exposition, enfin des pyramides d'Égypte, de sites archéologiques qui sont en collectif. Et ça marche aussi très très bien. On est tous avec nos casques dans un environnement, mais on visite tous un lieu imaginaire en même temps. Et ça, on peut le faire évidemment. Et ça, c'est quand même aussi, on voit de plus en plus de projets en fait où on a quand même une expérience immersive partagée. Les musiques fiction d'IRCAM, c'est dans un dôme et c'est une écoute partagée. On est plusieurs, on est dans un dôme, comme on pourrait être au cinéma. On est une vingtaine, on est une trentaine et on écoute ensemble une œuvre. Donc c'est pas forcément, vous voyez, on a de plus en plus de projets comme ça aussi qui sont plus aussi vers l'expérience collective. On retrouve cette tendance d'ailleurs mondiale autour de la VR, qui est le champ de la VR sociale en fait. C'est un outil pour créer du lien. C'est toute la dimension sociale qui crée la valeur dans la VR et pas simplement l'isolement dans un casque, qui peut être une des fonctions, mais qui n'est pas la seule. C'est vraiment la dimension sociale. On est au tout début, mais ça va s'accélérer. Donc on voit aujourd'hui venir ce type de projet vers la banque C'est ce que Jean-Michel Jarre avait dit, je me souviens, dans l'émission qu'avait fait Alexandre avec Jean-Michel Jarre sur son projet justement à Notre-Dame de Paris, où il avait fait ce concert. C'est le côté interactif, le côté social qui l'intéresse dans ce nouveau mode d'expression. Après, dans les autres tendances, c'est vrai qu'on voit qu'il y a certains secteurs qui sont évidemment plus en avance. La musique a été très très rapidement très en avance. Ils ont lancé, Sony a lancé aussi, Sony Entertainment a complètement virtualisé ses studios. On peut lancer des concerts en VR directement. Là, il y a Madison Beers qui va faire un concert virtuel. Donc les artistes même de Sony peuvent faire des concerts live, mais en même temps des concerts virtuels avec la motion capture. Donc ça, c'est des choses qui, en effet, la musique a été très... on a beaucoup de projets quand même dans le secteur musical. Mais j'ai envie de dire que maintenant, depuis le Covid, ce que ça a changé, c'est que justement, là, c'est tout secteur confondu. C'est pas, en fait, on a des très très beaux projets, vous voyez, dans la danse contemporaine avec la Horde, on a des très beaux projets qui vont arriver dans le théâtre aussi, des choses qu'on ne pensait pas du tout, il y a quelques années. Moi, j'ai des scènes nationales de théâtre qui me contactent pour dire, voilà, on a un projet et des trucs hallucinants. Et l'enjeu, c'est toujours à chaque fois de réinventer la relation au public, au pluriel, de l'enrichir, de développer d'autres formes de médiation, d'autres formes de dialogue, etc. C'est toujours ça l'enjeu. Ouais. Il y a deux enjeux différents. Il y a l'enjeu de la création. Parce que des artistes se sont emparés de... On peut faire des œuvres artistiques. Et là, je ne sais pas si Mathias Chelbourg est dans l'audience, mais Mathias Chelbourg, qui interviendra aussi dans les 4 jours, et quelqu'un qui va faire du théâtre immersif. Là, c'est vraiment, il vous expliquera un peu. Il y a la Shakespeare Company à Londres qui a montré ce qu'on pouvait faire dans ce domaine-là. Donc ça, c'est... Donc les artistes déjà s'emparent de ces médiums. C'est un mode d'expression, de création. Et de l'autre côté, c'est aussi l'immersif, en effet, un mode de médiation, un mode de relation, d'enrichissement, de relations au public. Et c'est vrai que là, c'est en effet comment on vit une œuvre dans tout son cycle de vie. C'est-à-dire, je peux aussi préparer ma visite à un musée grâce à de l'immersif, mais aussi après, j'ai vu une exposition. Vous voyez, l'exposition La Joconde immersive qu'on fait avec la RMN et le Grand Palais immersif, ça ne va pas remplacer la visite d'aller voir la Joconde en vrai. C'est ça vraiment le fondamental et le but final, c'est quand même de voir la Joconde, parce que vous avez une émotion par rapport à cette œuvre, par rapport au tableau, par rapport à la matière, par rapport au travail d'artiste, la précision que vous n'aurez jamais de manière, même quand vous êtes dans l'immersif. Par contre, l'immersif, quand vous allez voir cette exposition, ça vous donne peut-être envie d'aller la voir. Parce que ça va faire un voyage un peu initiatique. Et surtout, c'est ce qu'on disait, ça vous touche d'abord par l'émotion. C'est ça qui est fort en fait dans l'immersif, c'est que ça touche au cœur de l'humain, ça met l'humain au cœur, c'est la technologie au service de l'émotion, de l'imaginaire, de quelque chose qui est très humain. C'est ça que j'aime dans ce média, c'est ce côté très humain en fait finalement, alors qu'on pense que c'est de la technologie, c'est aussi finalement dire donnons les champs possibles de ce qu'on sait faire entre le progrès humain, technologique et aussi... voilà. Ça reboucle ça, Sybille, avec finalement les valeurs très humaines que vous avez décrites du groupe Bayard au début de cette conférence. Absolument. Voilà, donc absolument. On reboucle en étant partie de cela, en allant jusqu'à cette famille de technologies, ces nouvelles offres, etc., aussi diverses soient-elles, vers finalement la nécessité de faire relation.
Absolument. Et nous, ça nous pose, mais je vois que le temps passe, ça sera peut-être l'objet d'une autre une interrogation, c'est comment, parce que là on est sur la partie effectivement très culturelle, nous ça nous pose des questions du côté de l'école et de l'éducation en fait. Est-ce que c'est pas aussi un moyen, comme on investit du côté du gaming, si les enfants sont là, comment est-ce qu'on peut se servir de ces lieux où ils sont présents pour être des vecteurs d'éducation, d'apprentissage, etc. Et donc l'immersif aussi nous repose cette question dans un autre lieu plus élargi, qui est celui de l'éducation. Bien sûr, et qui est un sujet qui sera abordé d'ailleurs. Il y a une table ronde dédiée à l'éducation. Je voudrais terminer par quelques perspectives françaises là-dedans, puisqu'on est sur un marché mondial. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Sybille, en parlant des GAFA. Évidemment, ils sont dans l'ombre, ils sont là. Ils imaginent eux aussi des offres. On l'a vu avec l'annonce récente de Facebook qui devient un métavers, c'est-à-dire une plateforme finalement virtuelle, sociale. On sera immergé dans un environnement virtuel pour dialoguer les uns les autres, se retrouver, etc. Je ne sais pas si ce pari sera gagné, mais en tout cas, il témoigne de la volonté d'y aller. Comment nous, en France, forts de nos artistes, de la créativité, de cet imaginaire, de nos éditeurs, mais aussi des valeurs qui sont les nôtres, on va pouvoir exister sur ce marché? Quelles vont être les clés qui vont être les nôtres? Et vous en avez l'un et l'autre, je pense, une vision peut-être différente, mais en tout cas complémentaire. Du côté de l'investissement, comment on fait, par exemple, quand on fait les investissements d'avenir pour être sûr que la France sera dans le jeu demain, par exemple, dans le développement des métavers. Si je prends cet exemple-là, ça peut être d'autres exemples, mais comment on fait pour être sûr que la France... Une des clés, pour moi, c'est notre réussite, notre positionnement, c'est justement cette excellence artistique, mais là, l'excellence technologique. C'est là où nous sommes forts, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir une excellence artistique parce que par tous les financements du ministère de la Culture. Je dis ça, c'est très important parce qu'on a tendance à oublier que ce sont ces financements en subvention, subventionner les scènes nationales, ça reste très important parce que c'est grâce à ça qu'on a des formations d'excellence, des artistes qui ont le temps de se former et d'être excellents. Et c'est eux qui vont faire les disruptions. Parce que, vous voyez, Matrix, c'est ce que Alexandre, quand il interrogeait monsieur aussi Dassault Systèmes, qui disait l'imaginaire, en fait, l'industrie, l'imaginaire va construire l'industrie. C'est d'abord l'imaginaire qui porte et ensuite c'est l'industrie qui réalise. Là, je pense qu'on est au cœur de ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment donné où ce qui va faire la disruption, ça va être notre capacité à inventer, à imaginer. Et ça, c'est aussi les artistes. Il n'y a pas que, mais c'est vraiment les artistes aussi qui peuvent nous amener dans des choses qui sont complètement disruptives. Avec c'est justement, c'est le rencontre entre les et le soutien après de technologique de dire voilà. Stimuler. Voilà. Et je pense qu'une de nos forces c'est ça, c'est d'avoir l'excellence artistique, mais aussi l'excellence évidemment. On a de grandes sociétés, enfin l'excellence technologique. Bien sûr. Et Sybille, côté d'un industriel. Quand on pense... Je rejoins complètement. Mais est-ce qu'on se projette quand même tout de suite à l'international quand on est un industriel sur ces questions et sur le numérique? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il faut, oui. Parce que je pense qu'un modèle économique purement français devient très compliqué aujourd'hui, vu le coût de création, si on veut être effectivement dans ce niveau d'excellence. Et puis, porter à l'international nous permet aussi de recevoir des créateurs internationaux au sein de nos productions. C'est à double sens. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ce qui fait la force des créations françaises et chez Bayard, c'est son universalisme. Si on est aussi présent à l'international, c'est qu'on est en capacité de création, de captation, de sensibilité, de telle manière à ce qu'on puisse être présent sur ces marchés qui nous rendent bien en faisant venir des artistes aussi au sein de nos productions. Ça, c'est très important. Le deuxième point, et j'y reviens vraiment parce que c'est quelque chose, vous savez, Wally, auquel je tiens beaucoup, c'est cette idée qu'il faut acculturer l'idée de consortium au niveau français. Oui. C'est-à-dire qu'on a besoin, au départ, tout de même, d'avoir une taille critique qui nous permette de pouvoir appréhender les marchés internationaux de manière structurée et solide. Je pense que ça, c'est très important. C'est vraiment ce qu'on apprend sur cette question des alliances et ces alliances inattendues. Et je pense qu'il y en a un certain nombre d'ailleurs d'alliances inattendues et réussies dans le cadre du programme que tu portes, Maud, mais il y en a d'autres aussi qui sont suscitées. Et je pense que qu'est-ce que ça veut dire quand même en termes internes, comme un groupe comme Bayard, de travailler avec d'autres
C'est facile. Comment on fait pour venir vous voir, vous proposer des projets? Comment ça se passe? C'est facile. Concrètement, vous avez beaucoup insisté sur le fait que des artistes aujourd'hui s'emparent de ces sujets, proposent des choses. Ils peuvent venir vous voir, ils peuvent monter des consortiums avec vous, ils peuvent venir avec une start-up technologique et puis imaginer un projet avec un éditeur comme les vôtres qui les emmènera à l'international. Comment cette innovation ouverte, appelons ça comme ça, puisque ça s'appelle comme ça, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment opérationnel? C'est facile? C'est faisable? J'ose dire oui. D'accord. Oui. Bon, Ça a pris un peu on de prend temps, date alors. Mais nous nous sommes organisés en conséquence. Bon. Ça ne se décrète pas, ça s'organise. Et ça demande, D'accord. voilà, quand même, on pourra y revenir et je suis sûre que d'autres le feront, tout de même une réorganisation assez conséquente, notamment des états d'esprit et des formes. Voilà, on était encore sur des organisations très sectorielles, très séquentielles. Voilà, maintenant on doit apprendre que je ne suis que dans ma capacité à comprendre le métier de l'autre dans une entreprise. On est vraiment dans des circuits de création qui demandent des complémentarités d'expertise et qui demandent effectivement un changement assez important dans nos organisations internes. Mais oui, nous sommes aujourd'hui, je peux le dire, organisés de telle manière à pouvoir, Maud le sait, elle est bien placée, tout simplement, voilà, moi je me porte garante en tout cas du suivi des dossiers chez nous, de savoir comment peuvent-ils porter en France et à l'international sur quelques dossiers que ce soit. Donc, ça, merci beaucoup, c'est un point très important. Et du côté des institutions culturelles, là, on avait un groupe privé, côté des institutions culturelles, le même défi, j'imagine, Maud, que tu soutiens et que tu pousses et que tu stimules. Alors, pour voyez, que ces mariages inattendus se fassent. Quand on a créé l'AMI Culture, Numérique et Patrimoine, c'est vrai que beaucoup de gens nous ont dit vous n'y arriverez pas parce que créer des joint ventures entre du public et du privé, déjà, le public-privé c'est compliqué, mais en plus faire travailler des gens ensemble pour faire émerger des nouveaux marchés. Nous, on est parti d'une idée en se disant il y en a qui ont les savoirs, le patrimoine, etc. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont la technologie et des nouveaux marchés, il faut les deux, quoi. Donc on a fait ce qu'on appelle les sociétés de projet, qui est peut-être la notion de projet, bon, on l'entend partout, c'est vrai, des fois j'entends plein de gens qui me disent j'en ai marre d'entendre parler des projets. Mais c'est assez simple pour comprendre, en fait, on a un projet commun, on a nos institutions, chacune a ses missions, mais on peut avoir un projet d'attaquer un certain marché, de développer un nouveau marché. C'est pas simplement un projet, ça peut être un projet vraiment de marché, mais c'est de dire on crée une structure en fonction d'un projet qui nous permet aussi d'avoir cet environnement de travailler collectif. Parce que là, vous sortez des deux institutions et vous mettez des gens, mettez une organisation où on va être en mode projet, c'est-à-dire où on associe, on travaille pour un projet commun. Ça, c'est aussi important. Je pense que mentalement, dans l'organisation du travail, on a besoin de savoir où on est, ce qu'on fait, pour qui, etc. Et que déjà, ce qui est intéressant dans nos sociétés de projet qu'on a montées dans le cadre de notre AMI de ce fonds, c'est qu'en fait, on permet de créer des sociétés à côté de l'institution. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui a permis à faciliter aussi voyez, la transformation des institutions publiques, parce qu'elles ont aussi des plafonds de verre en termes de recrutement. Là, vous avez besoin de compétences nouvelles pour le numérique. Il faut avoir des capacités de recruter. Donc c'est aussi l'importance d'avoir ces sociétés de projet un petit peu autonomes. Merci beaucoup Maud, merci beaucoup Sybille. On va rester sur ces mots de la fin, c'est-à-dire la nécessité et la volonté qui est la vôtre de coopérer, et si le KIF peut aider à ce que ces coopérations se développent, se stimulent et génèrent de magnifiques nouveaux projets, nouvelles sociétés de projets, ce serait formidable. Merci beaucoup, on a un tout petit peu dépassé, mais on a le temps de parler, donc c'est très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.